Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco! Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro hors série de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais avec un invité, parce que j'avais envie de vous parler d'un projet, d'un team moto que j'apprécie particulièrement. Il s'agit du team l'ART 72 qui participe pour la deuxième fois au 23h60, course d'endurance qui se déroulera au Mans du 14 au 16 juillet sur le circuit SIC du Mans, du coup. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir François, président du team Apprenti Racing Team 72. Hello François, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, merci, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Alors avant de commencer cet épisode, on va parler un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Moi c'est François, du coup j'ai 27 ans. Je passe un bac en mécanique moto là cette année. Et avec mes camarades de classe, on a décidé de créer l'association ART 72 pour pouvoir faire un petit peu de course moto à côté de nos études. Moi, sur le côté personnel, avant de partir dans la moto, je faisais du mannequinat principalement. Donc je voyageais un petit peu dans différents pays. Et puis est arrivé le Covid, donc changement de vie pour beaucoup de monde, notamment pour moi. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé ici et c'est comme ça que je me retrouve là ce soir. Ok, alors t'as pas parlé d'un truc très rapidement, c'est que t'es commissaire de piste aussi, donc t'as la chance d'être bénévole sur les grands prix. Comment t'es arrivé à devenir commissaire de piste ? Pourquoi t'avais envie de devenir commissaire ? À la base, la passion de la moto elle vient du MotoGP principalement et je peux pas être pilote MotoGP. J'étais pas suffisamment bon en mécanique encore pour prétendre à quoi que ce soit dans le sport mécanique. Donc le seul moyen de me rapprocher et de devenir acteur de la course moto que j'ai trouvé, c'était de faire une formation commissaire de piste que j'invite les gens à faire parce que c'est une formation gratuite et ça permet d'avoir des accès un petit peu privilégiés sur les courses. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de devenir commissaire. Alors on prendra peut-être le temps de se retrouver à nouveau dans un prochain épisode pour parler de ce poste parce que c'est ultra intéressant pour ceux qui suivent le MotoGP. Moi la première, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ton compte d'ailleurs. Mais là ce soir, donc comme je disais, on est là pour parler des 23h60 que tu vas faire avec l'ART 72 dont tu nous parlais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est les 23h60 et en quoi ça consiste ? Donc les 23h60 c'est simple, c'est une course de 24 heures. On n'appelle pas ça les 24 heures du Mans puisque c'est appellation déposée. En gros, c'est une course qui se déroule sur un circuit karting, donc course d'endurance, sur un petit circuit avec des motos de petite cylindrée. Et il y a deux catégories, ça se court en moins de 15 chevaux et en moins de 25 chevaux. Et nous, en l'occurrence, on le court en moins de 25 chevaux. Comme tu l'as dit, c'est sur le circuit de karting. Vous êtes cette année 44 teams engagés et c'est la 12e édition. Vous avez déjà participé l'année dernière. Qu'est-ce que c'était comme expérience un peu pour vous dans les grandes lignes ton ressenti l'année dernière parce que si vous y retournez, c'est que c'était une bonne expérience, j'imagine. Ouais, en vrai, c'était vraiment incroyable. Toute la préparation qu'on fait en amont, quand t'arrives vraiment sur l'événement et que tu vis la course de l'intérieur, moi en l'occurrence j'étais pilote l'année dernière et que tu vis vraiment le truc de l'intérieur, c'est vraiment prenant. L'endurance c'est vraiment quelque chose. Avec les émotions, tout était décuplé. Donc c'est pour ça que cette année on a dit qu'on remettait le couvert et puis qu'on essayait de doubler la dose de plaisir avec deux motos. Ça, tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais comme tu disais, vous participez donc avec le team ART 72. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce team parce que c'est pas un team anodin qu'on peut voir en MotoGP avec des salariés, des pilotes, etc. C'est un peu plus particulier parce que c'est une course qu'avec des teams amateurs. Donc, je suis un peu curieuse de savoir l'idée derrière ce team. C'est comment vous l'avez monté, vu que tu disais que c'était une asso. Etc. En gros, moi j'ai 27 ans, je repasse le bac, donc j'ai les résultats la semaine prochaine. J'espère que quand ce sera sorti, je vais avoir mon bac.
Et on espère pour ça, il n'y a pas de raison. Et avec les gars de ma classe, ils ont tous pareil un bac ou une équivalence. Ce qui fait qu'on se retrouvait à l'école sans devoir aller en mathématiques, français et tous les cours généraux. Mais par contre, on avait obligation d'être présent à l'école. C'est-à-dire qu'ils nous mettaient à la bibliothèque et faites ce que vous avez à faire. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on allait bosser ce projet-là, on allait prendre ce temps qu'on avait à notre disposition au lieu de le perdre sur TikTok. On s'est dit, vas-y go, on recherche des sponsors, on cherche comment créer une association, comment est-ce qu'on pourrait se financer et se faire plaisir en piste. Et en fait, on a trouvé cette course qui était plutôt accessible si on s'en donne les moyens. Et puis on s'est tous mis au travail, on a tous cherché et le premier coup de kick, c'était notre prof de mécanique qui nous a bien aidé. Quand on a choisi la moto, il y avait un des gars de la classe qui avait la moto dans son garage. C'était donc une 125 NSR Honda de 96, un 2 temps. Et que vous avez encore du coup. Que on a encore en double même. Et du coup, le prof l'a acheté directement. On l'a remboursé un peu plus tard avec l'argent des sponsors. Et puis c'est de là que c'est parti, quoi. Ouais, donc tout part d'un prof qui sort un billet pour acheter une moto, quoi. Exactement. Mais et du coup, combien est-ce que vous êtes dans l'asso? Parce que du coup, vous avez pris un statut d'asso pour que ce soit plus simple, j'imagine, pour vous en termes de sponsors, etc. Vous êtes combien à graviter autour de tout ça et combien de personnes toi tu gères au quotidien avec ce projet? L'année dernière, quand ça a commencé, on était une petite dizaine. Et puis maintenant, on est un petit peu plus cette année puisque comme on engage 2 motos, on a été chercher des personnes de d'autres classes. C'est le point sur lequel j'allais venir, c'est que du coup, tu disais que c'était des élèves de ta classe. Là, tu dis qu'il y a d'autres personnes, d'autres classes que vous avez récupérées. Donc c'est presque un projet avec une partie de ton école, du coup. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui se sont joints à l'aventure, qui sont pas des élèves avec lesquels tu passes ton quotidien quand t'es à l'école, quoi? Vraiment dans le noyau dur, dans ceux qui bossent pour le projet tous les jours. On n'a pas été chercher de personnes extérieures, il me semble pas. Mais par contre, pour l'événement en lui-même, le week-end de la course, on a besoin de pas mal de monde. Donc oui, on a recruté pas mal de gens à droite et à gauche en dehors de l'école. Il y a un truc important à préciser quand même, c'est que vous êtes tous bénévoles, vous payez pas avec ce projet, ça vous apporte rien en termes financiers. C'est ce qui moi je trouve fait la beauté du projet aussi, c'est que c'est avant tout une aventure humaine. Et comme tu dis, vous êtes allé chercher des personnes extérieures. Pour quel poste du coup t'as été chercher des gens sur lesquels t'avais des besoins qui ne sont pas ceux que vous faites avec les élèves de ta classe? Ouais. Avant de répondre à la question, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. C'est sur la partie bénévole. En fait, je trouve que l'image du bénévole au niveau de notre association et puis au niveau de la course des 23h60, c'est vraiment l'image parfaite. Tu vois, genre c'est que de l'entraide, c'est que des coups de main et c'est trop cool comme aventure parce que du coup, on rencontre plein de gens, on se fait plein de contacts et tous on se file des coups de main et c'est ça qui nous plaît vraiment avec cette idée des 23h60 et plus en particulier avec les courses d'endurance, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est le côté coup de main et je trouve que c'est ce qui fait la force du truc aussi, c'est que c'est que des passionnés en fait. On sait que déjà dans le milieu moto, quand tu gravites un peu autour de ça, t'as quand même une partie de gens qui sont juste très passionnés et qui font plein de projets qui tournent autour de la moto. C'est comme ça qu'au final Yann de MotoGP Addict a monté son team avec Martin. Ça part d'une passion qu'il a pour la moto. Nous avec le podcast par exemple. Donc c'est vraiment des choses qui font qu'au final tu te retrouves avec des gens passionnés et qui font ça bien parce qu'ils font un truc qu'ils aiment. Et moi je trouve que c'est ce qui ressort vraiment de votre team et c'est aussi pour ça que j'ai très très hâte de vous voir sur piste en vrai, entre guillemets. Du coup, ma question c'était comme je disais, quel autre poste t'es allé chercher qui ne sont pas des gens de ta classe pour la course des 23 heures? On s'est beaucoup inspiré de Yann, donc je me permets de le glisser. C'était très inspirant l'aventure qu'il a avec Martin et du coup, pour mener le projet à bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas misé sur notre talent de pilotage puisqu'on en a pas. On a misé un petit peu sur la communication.
Donc on a été chercher des gens qui pouvaient avoir un petit peu d'influence, mais avant tout des gens qui collent à nos valeurs. Ça c'était vraiment important pour nous. Je pense à Carbone 23 sur YouTube, qui lui nous file un gros coup de main sur la visibilité du projet et sur le fait d'aller chercher certains sponsors. Et tout ça il le fait bénévolement avec nous et dans l'état d'esprit du truc. Donc c'est top. Donc on a été chercher du coup Valerio pour ça. On a été chercher d'autres personnes qui voulaient juste nous filer un coup de main. Typiquement pour la course, on a besoin beaucoup de panoteurs et panoteuses, notamment toi du coup qui va nous donner les chronos à chaque tour. Donc la pression. Donc on va aller vraiment on a besoin de monde pour plein de choses. Il y a aussi je vais forcément oublier des choses, mais il y a aussi la partie logistique de l'événement. Faire une course de 24 heures, c'est bien, mais il faut nourrir toutes les personnes qui viennent pour te filer un coup de main. Faut pouvoir organiser tout ça. Et l'avantage qu'on a, c'est que au CFA, là où on est, il y a aussi une formation en cuisine. Et en fait, il y a des jeunes qui ont vu notre projet et qui se sont dit, ouais, nous, on aimerait bien y participer, mais on est en cuisine. Et en fait, ils ont eu de la brillante idée de se dire et si nous on faisait pas notre oral de bac et notre projet de bac sur comment nourrir une équipe de sport pendant une course de 24 heures. Donc de fil en aiguille en fait le projet il met plein de liens entre les sections du CFA là où on est et c'est vraiment génial. Et c'est la pression pour eux, hein. Quand tu vas nourrir une équipe de 30 personnes pendant 24 heures qui vont pas dormir, t'as intérêt à pas te foirer, hein. Des gens qui ont faim, c'est les pires personnes. Exactement. Comment t'as divisé un petit peu entre guillemets ces équipes, parce que t'as forcément le team pilote, les pilotes, les mécanos, les panoteurs, la partie cuisine, mais est-ce que t'as d'autres pôles avec des gens qui font partie du team sur la course? Non, les gros pôles, c'est vraiment la partie cuisine, la partie panotage, mécanique et pilote. Je réfléchis quand même en même temps. Tu rajoutes à ça la personne qui fait vos photos au final. Ouais. Et, tu vois, j'allais forcément oublier quelqu'un puisque William qui fait nos photos, qui a fait nos photos l'année dernière, devait rouler avec nous. C'était sa récompense de l'année dernière par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Et bon, malheureusement, il y a une épreuve de FSBK, mais on aurait bien rigolé de voir ce photographe sur une moto pendant 24 heures. J'aurais adoré le voir rouler. Mais ça, je pense que ça lui aurait fait bizarre une course où il roule et il fait pas de photos. Ouais. Mais forcément. Donc tu me disais, ça fait environ 30 personnes. En plus de ça, j'imagine que vous avez aussi toutes les personnes qui vous soutiennent, qui viennent, qui gravitent autour de vous pendant le week-end. Et ça, c'est quand même pas mal de pression au final pour toi, parce que président d'un team, c'est pas rien. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Donc, tu nous as dit que c'était votre choix de projet de fin d'année parce que c'était une course accessible. Mais est-ce que vous aviez pensé à d'autres choses en dehors des 23h60 qui n'étaient pas de l'endurance comme type de projet? Non, en vrai, on s'est dirigé directement vers ce projet-là. Ça a fonctionné tout de suite, donc on s'est pas vraiment posé de questions. Par contre, sur l'après, ouais, on pense à d'autres projets, mais pour le moment, faut rester concentré sur ce qu'on a à faire par rapport aux 23h60. Mais c'est clair que pour plus tard, on pense à quelque chose de plus grand, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est top confidentiel. Bah, il y a pas vraiment de secret. Si tu penses aux 23h60, tu penses aux 24 heures du Mans. Donc, si un jour, c'est peut-être utopique, mais si un jour on arrivait à engager une moto pour faire des 24 heures du Mans, ce serait un accomplissement incroyable. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail d'ici là. Ouais, ça serait fou, mais en même temps, rien n'est impossible. Et vous commencez, donc c'est encore toutes les portes sont ouvertes aux possibilités. Donc c'est quand même c'est ça. Une chose qu'on vous souhaite, tu vois. En fait, rien n'est impossible. C'est vraiment le discours que moi j'ai essayé de tenir par rapport aux gars et la petite expérience que j'avais en plus, parce que moi je suis le plus vieux de la classe et c'est des expériences que moi j'ai eues à l'étranger, c'est ça que j'ai essayé de tirer du groupe, c'est de leur dire que une personne qui peut être connue tel un Fabio Quartararo, à la base, il a 2 bras, 2 jambes, une tête, et que tu peux accomplir des choses. Si quelqu'un l'a fait avant toi, c'est que toi tu peux faire des choses. Alors je dis pas que
on sera des pilotes professionnels, ce sera certainement pas le cas, mais par contre, c'est des milieux, si tu te donnes les moyens, qui sont abordables. Il y a des choses à faire, faut juste un peu de créativité, faut juste se creuser un peu les méninges et puis se donner les moyens d'aller toucher ses rêves si c'est possible de le faire, quoi. C'était vraiment ça l'idée de base. Ouais, c'est clair, mais du coup ça me fait rire ce que je te disais en off, t'as un peu ce rôle de papa avec les membres de ton team, mais au final qui les pousse vraiment à accomplir ce genre de choses, et c'est aussi comme ça que vous en êtes arrivé là, donc c'est vraiment chouette. Et comme tu dis, il faut pouvoir se donner les moyens. Sur une course de 24 heures, pour se donner les moyens, ça a forcément un coût, sachant que, comme on disait tout à l'heure, vous êtes tous bénévoles et vous êtes soutenus par votre école, mais comment vous avez fait au final pour financer le projet? Parce que rien que les pneus, l'essence et tout ce qui va avec, c'est quand même un énorme budget qu'il faut pouvoir sortir, surtout quand t'es étudiant, et au final quand t'as 18-20 ans, t'as pas forcément les fonds pour pouvoir te permettre de financer tout ça, quoi. Ouais, en vrai, ça c'est pour nous, c'est clairement la partie la plus dure. Trouver des sponsors, parce que comme je le disais, on mise pas sur nos qualités de pilote, puisque on va pas faire de podium. Faut pas se le cacher, sauf si tout le monde tombe et nous on reste debout, hein. Mais moi je viens que pour le podium, François, hein, sinon je repars, hein. on fera pas de podium, mais donc on a essayé de bosser vraiment sur essayer de faire un compte Instagram le plus propre possible, essayer d'aller chercher, comme je le disais avec Carbone, des personnes influentes. Donc ça, c'était notamment sur la première année. Il y a Yann qui nous a filé un super coup de main, et qui pilote très bien d'ailleurs, c'était lui le plus rapide l'année dernière. Et en fait, on a essayé de miser un peu sur ça, et puis aussi sur le côté étudiant, pour essayer de vendre le projet aux sponsors du mieux qu'on pouvait. Principalement, on a été aidé par des gens qu'on connaît, de notre entourage, etc. Des gens qui ont des entreprises ou qui nous filent des coups de main via des dons à l'association. Et puis c'est comme ça qu'on a financé la première course de l'année dernière et celle de cette année. Je peux en citer quelques-uns. Il y a Motul, par exemple, Motul qui nous file un gros coup de main sur pas mal de matériel, XL Moto, Ixon qui nous aide aussi. Ça, c'est vraiment les gros partenaires majeurs qu'on a, qui ont une visibilité internationale dans le monde de la moto, donc c'est assez improbable de soutenir une petite équipe comme la nôtre, mais pour nous ça nous donne un gros soutien, parce que mine de rien, c'est ce que je disais aux gars, c'est pas parce que c'est des grosses marques qu'on peut pas être soutenu, et puis ça nous donne de la crédibilité dans ce qu'on fait, donc c'est vraiment cool. Et puis après tous les autres sponsors qui ont fait des dons assez conséquents, et nous aujourd'hui, sans ça, on vit pas la course comme on la vit là cette année, quoi. Ouais, c'est sûr, ça vous apporte un confort en plus et une sécurité de pouvoir assurer la course, donc c'est vraiment utile et indispensable au final pour pouvoir participer cette année et même l'année dernière. Ouais, non, vraiment c'est indispensable du fond du cœur. Merci à tous ceux qui nous filent des coups de main. Cette année aussi, on a tenté d'ouvrir une cagnotte participative. Il y a des gens qui ont participé aussi, et c'est des aides qui nous sont précieuses, hein. Même les toutes petites aides, c'est tout est bon à prendre, et puis ça donne des bouffées d'air incroyables, et des soutiens incroyables, quoi. Et en termes, on va pas rentrer en détail dans le budget, mais en termes de budget, du coup, combien ça coûte à peu près une course de 23h60 avec une moto l'année dernière, donc une 125, sur un week-end comme ça, que ce soit, alors je sais pas si t'as les chiffres en tête, mais que ce soit l'entraînement comme la course en elle-même. L'année dernière, grosso modo, on a récolté à peu près allez, on va dire 9 000 euros de dons en euros pur et dur. Et après, on a eu un gros don matériel de XL Moto. Donc ça représente à peu près, pour faire la course l'année dernière à une seule moto, ça représentait à peu près 12-13 000 euros. Ouais, quand même, c'est pas mal pour une course de personnes qui à la base sont juste, alors je mets des gros guillemets parce que c'est pas du tout dévalorisant, mais juste des étudiants qui décident d'en faire leur projet de fin d'année. C'est quand même conséquent. Ouais. Et puis cette année, c'est un peu plus conséquent parce qu'on double le budget, mais on avait déjà, on double le budget, non même pas, on double pas. Cette année, ça représente à peu près, si je compte les dons
matériel qui nous a été fait et puis les dons financiers avec l'inscription de la course et les 2 motos. Et là, on a mis de la prépa sur les 2 motos. Ça fait à peu près 15 000 €. Ouais, donc au final, c'est pas énorme en termes de différence entre avoir 1 et 2 motos dans votre façon de fonctionner, en tout cas. Non, pas tant, ouais. Et pourquoi cette année, vous avez décidé de partir avec 2 motos et pas une seule comme l'année dernière? Ça a été des grands débats avec tous les gars. En gros, l'année dernière, c'était première expérience, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. On a essayé de faire, on a donné ce qu'on pouvait pour faire déjà au moins une moto avec le budget qu'on avait, etc. Donc tout le monde a kiffé. Et puis le deal, c'était on le refait l'année d'après. Mais ceux qui ont piloté l'année dernière, ils iront dans le box en tant que mécaniciens. Et ceux qui ont fait la mécanique iront piloter. Sauf que y a certains pilotes, pas moi, qu'on dit non mais je tiens à préciser, en vrai moi je m'en foutais, mais c'est pas qu'ils voulaient pas faire la mécanique, mais c'est qu'ils avaient pris tellement de plaisir en piste qu'ils voulaient pas changer leur vision des choses sur l'expérience qu'ils ont eue l'année passée. Mais par contre, ceux qui avaient pas goûté à la piste, eux voulaient vraiment goûter à la piste. Donc il y a eu un long débat. Moi j'ai dit écoutez, on n'a qu'à grossir le projet, faire grandir encore le truc, et puis on engage 2 motos. Donc ça a mis des débats un petit peu houleux avec le CFA qui disait si vous faites 2 motos, vous aurez pas votre bac. Si vous faites 2 motos, on vous aidera pas. Ils sont sympas. Ouais, après c'était bienveillant de leur part, c'était dans le sens où ils veulent qu'on soit focus sur nos études, parce qu'à la base on est là pour ça aussi, il faut pas l'oublier. Et donc ils voulaient pas. Donc nous on a dit oui, on fera qu'une moto, vous inquiétez pas. On en a fait 2. On n'a pas encore passé la ligne d'arrivée, donc on verra si ça a porté ses fruits. Et puis on verra aussi avec les résultats du bac si 2 motos ça a été préjudiciable pour nos études ou pas. Mais du coup on a décidé de faire 2 motos cette année parce que tout le monde voulait rouler, et puis ça permet de donner la chance à tout le monde, et puis de voir un petit peu ce que c'est aussi d'être sur la piste et de vivre la course de l'intérieur, quoi. C'est ce qui explique aussi que t'es allé chercher d'autres personnes dans d'autres classes, parce qu'au final, si vous êtes 11 dans ta classe et que t'as 2 motos, donc avec 6 pilotes par moto, ça fait qu'à un moment donné, t'as plus personne pour faire la mécanique derrière, quoi. Ouais. Des fois, c'est ce que je dis à des gens avec qui je discute et avec qui je dis qu'on va faire une course d'endurance en juillet. Ils me disent, mais du coup, ça représente combien de pilotes? Je dis, 12. Ça fait une équipe de foot plus un remplaçant. Donc, je suis un peu le coach de tout ça. Et puis voilà. Mais comment vous fonctionnez justement, les personnes qui roulent, est-ce qu'elles se concentrent uniquement sur le fait de rouler, ou si toi tu fais ton premier relais et que tu sais que t'as 5 relais derrière en attendant, s'il y a un souci sur la moto, est-ce que tu mets la main à la pâte ou pas du tout? Est-ce que t'as vraiment séparé les pôles? Non, moi je mets pas du tout la main à la pâte niveau mécanique pendant la course. En amont de la course, ouais, c'est nous qui préparons tout entre nous, etc., etc. Mais pendant la course, on a fait en sorte d'être, 6 pilotes par moto et de mettre 3 mécaniciens par moto. Donc on aura 6 mécaniciens qui seront sur place, et eux, ils seront organisés en fonction de leur équipe. Après, les 6 peuvent travailler sur une seule moto en même temps s'ils ont envie de le faire. C'est eux leur organisation, mais il y aura, sur les 2 motos, il y aura 3 mécaniciens d'attitrés sur chacune des 2, quoi. Ouais, c'est un truc où du coup faut vraiment rester dans ton rôle, que ça peut être frustrant quand toi tu connais aussi la mécanique, d'avoir quelqu'un qui touche à ta moto, c'est un peu ton bébé, quoi, et de pas dire non, faut faire comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ça peut être vite compliqué et mener à des tensions, donc c'est quand même une organisation particulière. Ouais, d'où l'importance de bien choisir les personnes avec qui tu vas orchestrer tout ça, et puis hyper important de se faire confiance, quoi. C'est ça qui est génial avec ce projet, c'est que en fait on touche à plein de trucs, que ce soit du management parce que t'as une équipe de 12 pilotes à gérer, ou de 6 mécaniciens en plus, et savoir qui est-ce que tu recrutes. Donc ça t'amène sur le CV, ça sera très beau en sortie après l'école, pardon. Et puis c'est super complet comme projet, c'est ça qui nous plaît le plus. Ouais, puis c'est aussi de professionnaliser la chose, donc c'est vraiment une organisation
au final qui va t'apporter de l'expérience pour la suite. Mais du coup, comme tu dis, c'est un truc où vous avez besoin de vous faire confiance, que ce soit les mécanos ou les pilotes. Vous êtes 12 pilotes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnes, de qui il s'agit, que des personnes qui potentiellement, je l'espère, on retrouvera dans un second épisode au moment de la course. Mais est-ce que rapidement tu peux nous les présenter, à part toi du coup qu'on connaît maintenant? Alors, il y aura 2 motos 2360. Donc les 2 motos auront des objectifs différents, donc ça on en parlera tout à l'heure, mais sur la première moto, il y aura donc moi-même, Carbot 23, Valerio, il y aura Sushi Biker qui est sur YouTube aussi, il y aura Goran Flamand qui a fait la course avec moi l'année dernière, Maxence, le 6e, c'est Antonin Baudin, le petit génie de la mécanique. Lui, c'est où il fait de la mécanique, où il dort, et principalement c'est ça. Il rêve de mécanique. C'est ça. Faut jamais trop si tu commences à parler mécanique avec lui, il s'arrêtera jamais. Et... ça tombe bien, j'y connais rien, donc je partirai pas là-dedans. Ah ouais, bon bah ça va alors. Il dormira devant toi dans ce cas-là. Et après là sur la deuxième équipe, il y aura Manon. Sur Instagram, vous pouvez la retrouver, c'est Bad Girl. Après il y a Tristan, Hugo, Loris qui fait la course avec son papa Christophe. Donc en fait, génial. Pour la petite anecdote, Loris, son papa, c'est la 2e année qu'il nous soutient en tant que sponsor. Après des élections pilotes, parce que on a fait aussi des sélections pour savoir qui allait pouvoir piloter selon différents critères. Et il y a eu quelques éliminés par rapport à l'investissement et la vie de groupe et différents critères comme je le disais. Donc il a fallu trouver aussi d'autres personnes et dans les pilotes notamment, on a voulu se faire ce cadeau-là au papa de Loris qui va du coup rouler avec son fils pendant une course de 24 heures. Donc l'image était belle, donc on l'a invité à rouler avec nous. Et puis mais c'est génial. Je vous invite à nous suivre vraiment sur les réseaux parce que on lui a préparé une petite surprise d'ailleurs. Donc je disais Loris, Christophe, Manon, Tristan, Hugo et le 6e c'est Mathéo. Mathéo c'est Mathéo quoi. C'est quand il est à l'heure c'est bien, quand il est pas à l'heure c'est pas si grave. Vous pouvez le voir dans la vidéo de Carbone de l'année dernière quand on va le chercher à son appartement. Rendez-vous 7h chez moi. On le récupère à 7h30 chez lui. Ça c'est Mathéo. Quand je dis que t'as un rôle de papa, c'est vraiment pour ce genre de truc. Il y en a plein de petites anecdotes comme ça. Tristan là qui est dans l'équipe dans l'équipe 2 l'année dernière il était attitré à l'essence, donc il faisait que l'essence et pour l'essence il y a des horaires à la station essence pour pouvoir y aller. Donc là en l'occurrence les horaires c'était 23h ou 22h minuit admettons. Eh ben Tristan il a rien trouvé de mieux que de s'endormir sur ces horaires là. Donc il s'est réveillé à minuit et demi et on lui a dit Tristan, on fait le plein dans deux relais, prépare-toi quoi. Et puis il dit mais attends la station essence elle est fermée, on n'a plus d'essence. Et par chance, il y a une équipe qui nous avait demandé de l'huile, donc on leur avait passé un bidon d'huile pour les aider et on a remarqué que malheureusement pour eux ils abandonnaient dans la course, donc on a été les voir et on leur a demandé que s'il leur restait un petit stock d'essence, si on pouvait leur emprunter, et puis ils nous ont gentiment filé ça, donc on n'est pas tombé en panne et on n'a pas eu de problème de relais. Oh là là, mais la descente d'organes quoi. Ah ça c'était heureusement que moi j'étais concentré dans mes relais et que je prenais le temps d'aller dormir et que je restais pas dans le box parce que je sais pas comment j'aurais réagi. Ah, tu m'étonnes. En boule sous la moto. Exactement. Ouais, du coup, justement, ces relais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps ça dure par pilote? Combien vous faites de relais, du coup, dans la course? Est-ce qu'il y a une organisation très précise? Et comment toi, j'imagine que c'est ton rôle aussi en tant que président du team d'organiser ces relais. Comment tu fais tout ça? Eh ben, c'est pas moi qui organise ça. Déjà, on a des obligations. C'est-à-dire que chaque pilote ne doit pas rouler au-delà de 30 minutes d'affilée, sans avoir une pause de 30 minutes entre deux, quoi. Donc, si on dépasse les 30 minutes, le pilote qui suit, il me semble, il prend un drive-through dans un premier temps, donc c'est-à-dire il va retraverser la voie des stands
pour repartir en piste. Et je crois que si ça recommence encore une fois au-delà de 30 minutes, mais c'est vraiment 30 minutes et 5 secondes, c'est foutu, quoi. La deuxième fois, c'est drive-through, donc on traverse la voie des stands, stop and go au bout de 30 secondes, et après on retourne en piste. Donc c'est vraiment strict là-dessus. Donc 30 minutes par pilote, un relais. Et puis après c'est pilote 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans un ordre que les personnes que j'ai recrutées pour faire la stratégie de course auront établi en amont du truc, quoi. Oui, donc ça veut dire que même si un de tes pilotes, imaginons, on le souhaite pas, hein, mais un de tes pilotes chute pendant un de ses relais, se blesse, peut pas repartir, est-ce que tu peux quand même continuer la course ou ça veut dire que ton team est out et tu pourras pas repartir? Ouais, non, je crois que tu peux redescendre jusqu'à 2 pilotes. Comme je te disais, t'es obligé d'avoir cette pause de une demi-heure entre tu peux pas doubler les relais, en fait. Donc, si t'as fait une demi-heure de relais, tu vas te reposer une demi-heure et après tu peux reprendre la moto. Mais donc par contre, plus t'as de pilotes sur ton team, plus t'as de confort pour ta course. Exactement, ouais. Et comme nous... Donc là, vous avez pris... Nous, on a pris une sécurité, on a pris 6 pilotes, comme ça au moins on est tranquille. Si jamais il y a un pépin, on peut toujours faire la course assez confortablement, quoi. Parce que ton minima, c'est 4 de toute façon, c'est ça? Minima, c'est 4, ouais. T'es obligé de... Ouais, donc c'est quand même avoir 6 pilotes, c'est pas mal. Ça te permet d'avoir un coussin entre guillemets de sécurité et de confort pour vous. Parce que comme tu disais, il faut quand même que vous preniez le temps et d'aller dormir et de manger et de vous reposer et de vous donner les infos aussi entre vous. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, je te pose des questions, s'il y a des choses auxquelles je connais les réponses, mais je pose des questions parce que peut-être que les gens qui vont écouter cet épisode vont se les poser. On voit souvent, donc je prends l'exemple du MotoGP, il y a toujours cette personne que tu vas aller voir qui va te faire un feedback entre guillemets de ton relais, de tes tours, de tes chronos, etc. Est-ce que toi t'as une personne au sein du team qui va faire ça pour vous, ou est-ce que vous donnez juste les infos quand vous passez les relais, vous donnez juste 2-3 infos sur la piste, comme on peut le voir par exemple dans la vidéo de Carbone où il donne les infos comme quoi, il me semble que c'est toi d'ailleurs, qui dit que les pneus, enfin c'est froid, la piste est froide et qu'il faut faire ultra attention aux pneus. Qu'est-ce que t'as une personne comme ça ou c'est vraiment juste vous donner les infos? Entre pilotes, généralement, quand on se passe le relais, déjà, si la personne se blesse pas, on se passe toujours le relais. C'est toujours les mêmes relais qu'on se passe. Donc, en l'occurrence, il me semble que moi, c'est Carbone qui me passait son relais et moi, je prenais la moto. Donc, entre pilotes, souvent, si on a le temps, nous, on tombait souvent sur les ravitaillements d'essence puisque c'est assez régulier. Et on avait le temps de se donner 2-3 infos sur comment est la piste, si c'est un peu plus froid, comment est l'ambiance générale quand ça roule, si différentes informations qu'on peut se donner. Après, au niveau des chronos, l'année dernière, nos panneauteurs étaient étaient au taquet, étaient à fond. Donc à chaque tour, on avait notre chrono qui était affiché, enfin le chrono du tour précédent. Donc on savait à peu près comment on roulait, si on était assez régulier ou pas. Donc ça, l'analyse, tu l'as fait tout seul. Et puis après, il y a pas de, c'est une moto de 96, donc on n'a pas le niveau pour mettre des datas dessus, donc il y a pas d'analyse. C'est déjà pas mal d'avoir tes chronos et de savoir à peu près comment t'es en termes de régularité sur ton tour. Ça te permet, comme tu me disais en off quand on s'est appelé, de savoir si tu pousses trop ou si au final t'es bien régulier et que tu vas pouvoir maintenir ça pendant une demi-heure sur toute ta course au final. Ouais, l'objectif absolu dans l'endurance de manière générale, que ce soit petit ou haut niveau, c'est d'être le plus régulier possible. On fait quand même des relais qui sont assez longs, une demi-heure sur un petit circuit comme ça, c'est assez sinueux. On n'a pas de grande ligne droite. Souvent les pilotes ils disent que là où ils prennent un peu de repos, c'est dans les lignes droites. Et sur des circuits karting, c'est jamais très très grand. Donc les lignes droites, tu respires un petit peu dedans, mais c'est pas non plus hyper reposant, quoi. Donc une demi-heure, c'est quand même assez intense sur la moto. Et faut pouvoir gérer le truc, quoi. T'étais à combien au tour l'année dernière, le tour le plus rapide sur cette piste, du coup c'est combien? L'année dernière, ceux qui ont fait le meilleur temps, c'était des pilotes de FSBK. Il a roulé en 59, je sais plus, je me souviens plus de son nom, mais il a roulé en 59 secondes. Et moi, à titre d'exemple, je roulais en 1:10 régulier.
pendant toute la course. Donc je prends 10 secondes sur un tour de 1 minute, c'est énorme. Ouais, mais c'est pas mal quand t'as jamais fait de course et que c'est ta première quand même. Enfin, ouais. Et puis une 10 pendant une demi-heure. Ouais. Et puis l'année dernière, on a commencé tous, enfin quasi tous les pilotes sauf Carbone et Yann, on a tous commencé la piste en juin. En fait, on s'est entraîné tout le mois de juin et la course elle était en juillet. On a eu du retard un petit peu sur la préparation de la moto. Du fait que ton école elle est au Mans et que ce soit votre projet de fin d'année, du coup, est-ce que vous aviez plus accès au circuit pour vous entraîner ou c'était random classique comme n'importe qui voudrait aller faire de la piste, parce que un mois pour s'entraîner c'est quand même très court. Non, même pas. On a eu un entraînement sur le CIK avant les 23h60. Il y avait plus qu'une seule date de disponible pour rouler sur le circuit des 23h60, donc sur le circuit du CIK. Et en fait t'es obligé de te plier à ces dates-là. C'est des dates de roulage libre. T'engages ta moto et puis après tu roules comme tu veux. Donc on a fait un roulage sur cette piste. Donc c'était un peu short, mais juste avant en fait on s'entraînait à changer dans le 53, dans la Mayenne, représente. En gros, c'est un tout petit circuit, mais genre vraiment, il fait 500 mètres le circuit, on fait le tour en moins de 30 secondes. Et donc, pendant un mois, tous les week-ends, pendant 2 jours, on faisait des ronds là-dessus, on faisait des ronds. Et en fait, je pense que ça nous a bien servi, parce que physiquement, c'était, mais tu dois ça a bien travaillé. À la fin. Ouais, t'en veux plus du circuit. T'en veux plus les pieds pour les 10 prochaines années. Si, on y retourne quand même parce que c'est des bons entraînements, mais c'est vrai qu'à la fin du mois de juin, quand on disait on va rouler à Laval, on n'est pas obligé. Hein. En fait, on va même pas faire les 23h60, c'est bon, on a assez roulé les gars, on n'en peut plus. Bon, du coup, on va parler un peu technique. Là, moi, je vais sortir de ma zone de confort parce que clairement, la partie technique, c'est ce que je déteste parce que je n'y comprends rien. Tous mes copains qui essaient de m'expliquer la différence entre les 4 temps en ligne et les V4 ont des cheveux blancs depuis. Mais je sais que tu roules avec une 125 NSR et que c'est une 2 temps. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu techniquement de cette moto? Pourquoi cette moto? Au-delà du fait que même si un des gars du team l'avait dans son garage, enfin, si c'était une Brel, vous l'auriez pas acheté. Donc, pourquoi vous êtes dit, OK, on part sur cette moto? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce qu'on se doute qu'une moto qui va faire de l'endurance et une moto amateur, entre guillemets, c'est pas une moto de MotoGP que tu vas retrouver sur la piste à taper des 366 km/h. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? En fait, non, c'était pas vraiment un choix. C'est juste Mathéo qui a levé la main dans la salle et qui a dit, moi, j'ai une 125 NSR, dans mon garage, ça fait des années elle a pas tourné, on peut la racheter pour pas cher. Et tout le monde a dit ah ouais, allez, c'est bon, chaud, on va avec ça. Comme ça en plus ça fait qu'on doit restaurer le véhicule, donc ça nous entraîne mécaniquement parlant. Et puis beaucoup de gens disent que le 2 temps est moins fiable que le 4 temps. Eh ben nous on a voulu aussi prouver que c'était pas vrai en faisant du coup cette course avec une moto de 2 temps. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette moto, un moteur très fiable, Honda, et puis il roule comme ça. Hein. On n'a pas vraiment trop réfléchi, on n'a pas trop étudié toutes les options qui s'offraient à nous. On a vraiment un peu foncé tête baissée. Et aujourd'hui, on regrette pas parce que on voit que la moto elle est super fiable, on arrive à la régler, donc non, c'est génial. Maintenant, on aimerait bien quand même essayer de trouver autre chose. Autre chose. Quand je dis autre chose, on aimerait bien trouver des solutions pour essayer d'améliorer un petit peu toute la partie châssis de la moto. Mais ça va être encore à l'état de projet pour les années à venir, quoi. Et du coup, là, sur les 23h60, il y a uniquement des 2 temps qui roulent ou il y a aussi des 4 temps? Non, il y a des 4 temps aussi. Il y a vraiment, je pense qu'il y a même plus de 4 temps que de 2 temps. Oui, vous, au final, c'était, comme tu dis, c'était pas un choix de choisir une 2 temps. Mais du coup, pour la deuxième moto, vous avez repris exactement la même chose. Vous êtes pas dit, on va partir sur autre chose et on va se donner une chance un peu différente avec la deuxième moto. On a choisi de reprendre cette moto parce que, par rapport à la première course, on avait déjà un stock de pièces qui fait que, on pouvait remonter une deuxième moto. Donc on a pu remonter une deuxième moto assez rapidement
Et puis il a fallu juste racheter quelques pièces en cas de chute ou en cas de casse pour réparer s'il y avait besoin de réparer certaines choses. Mais mais on s'est vraiment pas posé la question. On a vraiment dit on repart sur cette 125 de temps, 125 NSR, ça bouge pas, ça tient vraiment bien dans le temps. Et sur les 24 heures, vraiment, vu comment elle roule et tout ce qu'on lui fait endurer, ça tient vraiment très bien, quoi. C'est une moto au final qui s'adapte bien à toute la différence de pilote que tu peux avoir sur le team, parce que je prends ton exemple de toi qui est quelqu'un de très grand avec Antonin, si je dis pas de bêtises, qui est bien plus petit que toi. Faut quand même réussir à trouver une moto sur laquelle tout le monde est à l'aise aussi sur la longueur. Ouais, c'est ça aussi le défi, c'est que quand tu mets 6 pilotes, tu multiplies le nombre de contraintes. On s'adapte tous au style de pilotage d'un autre, donc la moto, le poste de pilotage, t'es obligé de faire un compromis avec les 6 pilotes. Donc c'est aussi ça qui est cool avec cette moto, c'est que on arrive à trouver les solutions pour plaire à peu près à tout le monde, même si il y en a qui auront plus de facilité que d'autres en fonction de leur qualité physique. Genre les tiennes ou ceux des autres? Antonin, il est pas beaucoup plus petit que moi, mais il est beaucoup plus fin que moi. Le pauvre, il va penser que je l'ai jugé alors que pas du tout. Donc, comme tu disais, ce type de course, c'est quand même beaucoup de prépa en amont. C'était quoi le programme de ces derniers mois, en fait, depuis l'année dernière, depuis que vous vous êtes dit, ok, on repart, on y retourne, mais on y va tête baissée et c'est parti. Comment vous êtes organisé? C'était quoi le programme de tout ça? À la rentrée, on s'est dit déjà, on relance nos recherches de sponsors, on relance tous nos anciens sponsors, etc. Donc, on a fait beaucoup d'administratifs. Après, il y avait le CIK au circuit du Mans, là. Ils organisaient toujours des roulages. Donc, nous, on s'est dit, on essaie de se faire plaisir et puis on roule sans se prendre la tête, juste histoire de s'amuser. Donc, pendant les mois off, on va dire, on s'amuse avec les motos. On prend juste du plaisir. On invite des sponsors à essayer la moto. On invite des potes à essayer la moto. William, il a roulé avec. Yann, il est revenu rouler avec nous. Martin a essayé la moto. On a fait une vidéo avec Margot GP. Et puis, on essaie de faire profiter un maximum de monde, de partager avec un maximum de monde. C'était les objectifs principaux du début d'année. Et puis après, une fois qu'il y a plus de roulage, là, on a tout démonté, on a ouvert tous les moteurs pour regarder dans quel état ils étaient, parce qu'il faut savoir que la moto qui a fait les 24 heures, on s'est re-entraîné après avec, juste en changeant une bougie, donc elle était fatiguée quand même, mais c'était marrant, ça roulait toujours, il y avait toujours moyen de s'amuser, donc c'était cool. La saison F, ça se passe comme ça. Après ça part beaucoup sur la mécanique. Et à partir de mars, dès qu'il y a des fenêtres de tir pour aller rouler, on y va, on va rouler au circuit. Et puis, c'était beaucoup là, sur les 3 derniers mois, on va dire, c'était beaucoup de réglages pour essayer de trouver les bons réglages de la moto. On faisait aussi beaucoup de chronos pour essayer de regarder les chronos des uns et des autres pour savoir comment est-ce qu'on allait composer les équipes et parce que les deux motos, comme je disais, ont 2 objectifs différents. Donc on a regardé un petit peu le pilotage de chacun et puis comment est-ce qu'on prendre toutes les infos possibles et imaginables qu'on avait à notre disposition pour pouvoir former les 2 équipes pour la course, quoi. C'est vraiment que de la préparation à la course. Ouais, là les dernières étapes, c'était au final la peinture de la moto que vous venez de terminer, il me semble. Et ouais, la dernière, je l'ai toujours pas vue d'ailleurs. Elle est dans une entreprise AJP Communication au Mans qui nous fait les coverings sur les 2 motos. Donc la petite excuse, c'est que si ça sort avant les 23h60, c'est qu'il y aura une moto aux couleurs de Motul et une moto aux couleurs de XL Moto. Donc elle devrait être sympa normalement, mais je les ai toujours pas vues. Extrêmement déçu qu'il n'y ait pas une moto à la couleur de la VR46. Je pense que je vais revoir le fait que je vienne sur le circuit. François, ça va pas du tout. Et XL Moto, c'est noir et jaune. Hein. C'est bon, alors je viens. Et en plus, sans déconner, l'année dernière, ça avait été très chaud.
parce que là du coup on travaille avec AJP Communication qui nous fait le covering et certaines décorations pour tout ce qu'on a autour de tout ce qui gravite autour de l'équipe. Mais en fait, à 2 jours, non même pas à 2 jours, on allait s'installer le jeudi au circuit et dans la nuit du mercredi au jeudi, il y a le gars qui devait nous faire les coverings sur les motos qui me dit fallait déposer les carénages hier, maintenant c'est trop tard. Et il m'envoie ce mail à 2h du matin. Oh. Autant te dire que quand je me suis réveillé, tous les engagements que j'avais auprès de mes sponsors, ça passait à la trappe. Genre, je pouvais rien mettre sur la moto. J'avais pas de stickers imprimés, j'avais rien. Donc, je courais un petit peu partout dans le CFA. J'allais voir la com du CFA, j'allais voir plein de gens. Et personne pouvait m'aider. Personne me trouvait une solution pour faire un covering ou juste... J'étais même plus à l'étape de faire un covering, j'étais à l'étape de m'imprimer les stickers des plus gros sponsors et puis on les colle vulgairement sur la moto et puis on s'excusera auprès d'eux, quoi. J'ai réussi à attraper un prof qui partait. Il partait du CFA avec une camionnette. Je m'en souviendrai toujours. Et là, j'ai couru, j'ai tapé au carreau de côté conducteur. Il ouvre sa fenêtre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai dit, monsieur, on est vraiment foutu, là. On vient de se faire planter pour la déco de la moto. Je sais que vous faites de la course avec certains jeunes en Formule Campus, donc c'est une monoplace où ils font des courses de slalom. Et je dis, où est-ce que vous faites votre covering? Est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse avoir au moins des stickers, quoi? Il dit, bouge pas. Il sort son téléphone, il appelle et il dit, monte dans la voiture. Moi, j'étais en cours normalement. Je suis monté dans la voiture, on est parti à l'entreprise là-bas et puis on a discuté avec le gars. Il dit, ok, pas de souci, moi je te fais ça, je te fais un covering et tout. Et donc en fait, tout le jeudi, pendant que les gars s'installaient au circuit, moi je suis retourné chercher les carénages. On a ramené tous les carénages à l'entreprise. Ils nous ont imprimé tous les coverings et tout. Ils ont même refait tous les logos parce que les logos on les avait pas ils voulaient un format vectoriel et on n'avait pas ce format-là. Donc ils ont refait tous les logos à la main à Photoshop. Mais ils ont fait un taf Photoshop ou je sais pas quel logiciel, mais ils ont refait tous les logos de tous nos sponsors à l'identique. Donc un taf monumental. Et le vendredi matin, ils finissaient de poser le covering sur la moto pour qu'on puisse commencer les essais le vendredi après-midi. Donc cette année, on a dit... Ils ont complètement sauvé la mise, quoi. Mais c'était incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est que le gars qui nous posait le covering, il dit, mais c'est dommage, si on avait su avant, on aurait fait quelque chose de beaucoup mieux. Mais moi, quand je regarde la moto de l'année dernière, je la kiffe. Et pour à titre d'exemple, je leur avais montré, du coup, la moto de la VR46 de l'année passée. Mais du coup, c'est vraiment chouette que vous puissiez faire 2 motos aux couleurs de vos sponsors parce qu'en plus de ça, c'est un remerciement pour eux. Et puis vous allez avoir des motos canon. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de les voir là pour le coup. Il me semble que vous avez mis une photo sur les réseaux où elles sont juste toutes noires, si je dis pas de bêtises. Ouais, on s'est fait un kiff cette année pour les entraînements. On s'est dit, vas-y, on fait des livrets winter test. C'était vraiment ça la réflexion de l'équipe. On fait des livrets winter test. Donc quand ils font les winter tests, elles sont toutes noires, on montre rien. Donc on s'est dit allez, hop, toutes noires et puis est-ce qu'elles étaient mates? C'était juste un petit kiff. C'est ça l'importance. Ah mais ce qui est hyper marrant, c'est que au CFA, en fait, on voulait les faire mat, on voulait les faire noir mat. Donc les carénages, je vous cache pas, on peint tout à la bombe. Donc si on s'approche vraiment des motos, elles sont pas belles. Mais sur les photos, ça rend bien, donc ça va. Et en gros, j'ai passé tous les carénages à Tristan dans la classe, qui a fait toutes les peintures à la bombe sur les carénages. Et à côté de ça, il y a au CFA, il y a une formation en carrosserie en peinture. Et on leur a demandé s'ils pouvaient nous peindre. On avait 3 réservoirs. S'ils pouvaient peindre les réservoirs. Et on leur a demandé noir mat. Il nous a dit 2 semaines de délai. On les a eu au bout de 3 semaines. Ils sont sortis noir brillant. Ah, l'enfer. L'enfer. Alors que tous les carénages étaient pas en noir mat. Donc on a remis un coup de vernis sur les carénages. Mais oh là là, c'était pas normal. C'est vraiment, en vrai, c'est un taf quotidien. Et en plus de ça, enfin, quand tu réfléchis au fait que vous êtes encore en études, enfin, c'est quand même une charge mentale qui est ultra importante cette course. Ouais, et d'ailleurs, en vrai, on parle des sponsors, des motos, etc. Mais tu nous as pas donné vos numéros de moto. On aura la 772, donc le même numéro que l'année dernière. On n'a pas eu le droit d'avoir la moto numéro 72, donc on a dit 772. Et puis pour pas trop se perdre, on a mis 772 et 773.
Comme ça se suit. Est-ce que ça c'était un choix de votre part ou c'était c'est imposé par les 23h60? Non, tu peux choisir ton numéro dans la limite du raisonnable. Non, tu choisis ton numéro en fonction de ce qui est disponible. C'est-à-dire que quand tu t'inscris, tu fais un vœu pour ton numéro. S'il est disponible, ils te fileront ce numéro-là. S'il est pas disponible, il faut que tu choisisses autre chose. Donc nous, le 72 n'était pas disponible, donc on a rajouté un 7, c'est tout. Donc ça, c'est par rapport à l'école, en fait, simplement, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, la Sarthe, le département de la Sarthe nous file un peu d'aide aussi. Et tous les gars, toute la classe, on vient tous d'endroits différents, mais genre vraiment de partout. Goran, par exemple, lui, il vient de Lourdes. On a Mathéo qui vient de Pornic. On a Loris qui vient de Sens. Moi, je viens de Laval. Donc, on vient vraiment de partout, tu vois. Donc, le département, le 72, c'est vraiment là où on se retrouve tous ensemble. Donc, on s'est dit symboliquement, c'est assez cool de mettre 72, quoi. Ouais, c'est pas en vrai, bah du coup ça a comme une symbolique derrière, c'est pas un chiffre que vous avez choisi comme ça au final, enfin ça a une Non, ouais, c'est vraiment notre importance ouais. C'est vraiment notre lieu de rassemblement, quoi. Pour ces deux motos, tu nous parlais tout à l'heure de vos roulages. Au niveau des premiers résultats, qu'est-ce que ça donnait en termes de chrono et est-ce que tu étais satisfait de ce que ça donnait? Parce qu'il faut quand même que vous soyez en mesure de pouvoir vous qualifier au début du week-end. On s'est fait peur. On s'est fait peur au début. Bah, tous ceux qui avaient roulé l'année dernière, ça allait. Dans l'ensemble, les chronos, c'était bon. Et puis après, on a roulé, mais on roulait assez tranquille, quoi. Moi, j'ai toujours dit que ça devait être du plaisir et qu'il faut pas trop se prendre la tête, etc. Et en fait, on roulait. Il y en a qui roulaient globalement en une 16, une 17. Puis après, les chronos sont descendus petit à petit, mais entre deux, il y a le règlement qui est tombé. Et comparé à l'année dernière, il y a un minimum de temps à faire. Il y a un temps qualif. Donc je crois que c'est 130% du meilleur de la moyenne des 3 meilleurs temps du week-end, enfin du vendredi. Et puis bah toi en gros, ça représente à peu près 1 minute 17 et faut être en dessous ça. Donc à partir du moment où on a su ça, t'inquiète pas que tout le monde s'est mis à charbonner et à rouler vraiment un petit peu plus fort et dans l'ensemble, toute la classe, on arrive tous à peu près à rouler en 1.10. Hein. Je pense que ça roulera à peu près en 1.10 régulier quasiment pour tout le monde au 23h60. Les objectifs au final pour cette course, parce que l'année dernière vous êtes arrivé 21e, que ce soit en termes de chrono comme tu dis, potentiellement de rouler en 1.10, mais en termes de classement parce que vous avez deux motos avec des objectifs complètement différents. En termes de classement, c'est vraiment dur à jauger, je pense. Mais l'année dernière, on finit 21e. Il faut savoir qu'à 6h30 du matin, on était 17e. On a eu une chute, donc le temps de réparer la moto et de repartir, on avait perdu 10 places. Et après, on a réussi à remonter 21e. Mais je pense que si on n'était pas tombé, on aurait peut-être pu aller chercher encore quelques places. Donc cette année, je dirais pour la XL Moto, on dira top 15. Si y a un top 15, ça sera l'objectif rempli. Si y a un top 10, ça sera un bonus énorme et ça sera magnifique. Et sinon, pour la deuxième, donc la moto Motul, moi, le défi que je mets à cette moto, c'est de faire mieux que la moto de l'année dernière pour la première fois. Tous ceux qui font les 23h60 sur la Motul, c'est leur première fois 23h60. Donc, le meilleur défi qu'on peut leur donner, c'est de battre notre performance de la saison passée, donc faire mieux que 21e, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal comme objectif sur 44 engagés. Ouais. Surtout avec des gens qui du coup n'avaient jamais n'ont jamais roulé sur un circuit comme ça à l'inverse de vous l'année dernière. Ouais, en vrai, première moitié de tableau, c'est franchement honorable par rapport au niveau qu'on a. Ça fait que 2 ans qu'on fait ça. C'est encore une nouvelle expérience puisqu'on engage 2 motos. Donc, si on arrive à atteindre les objectifs qu'on atteint là, c'est
c'est vraiment top. Bah, on vous le souhaite. Et puis comme tu disais l'année dernière, vous étiez quand même pas mal en fin de course, donc il y a pas de raison que ça se refasse pas cette année. Enfin en tout cas on touche du bois pour. Ouais, faut croiser les doigts. Là, je te pose une question un peu pour ceux qui connaissent pas l'organisation d'une course d'endurance, en tout cas celle des 23h60. Mais une fois que vous serez sur le circuit le jeudi, puisque tu me dis que vous arriviez le jeudi, ouais. Quel est le programme en fait en termes de séance? Parce qu'on sait très bien que la course part le samedi à 14h pour se terminer le dimanche à 14h, mais avant tout ça, il se passe plein de choses un peu en coulisses et après même sur la piste. Le jeudi, ça va être organisation du box. Apporter tout le matériel qu'on a apporté sur le circuit. Donc on a la partie support paddock qui est un petit peu en retrait du box. Là, ce sera tout ce qu'on va mettre en cuisine, etc. Et puis après, au niveau du box, l'installation elle est assez simple. C'est on a le box comme on l'entend, avec l'organisation qu'on veut y mettre dedans. Les mécanos prennent leur marque, installent les motos là où ils veulent, ils commencent à faire leur marque au sol pour savoir quand les motos rentrent, comment est-ce qu'on fait, etc. On pourra peut-être faire quelques entraînements de changement de roues, changement de pneus, à savoir que au 23h60, s'il pleut pas et que ça devient pas séchant, puis il pleut et machin, il y aura pas beaucoup normalement de changement de pneus. L'année dernière, je crois qu'on avait fait 3 arrières et 2 avant sur 24 heures. Okay. Donc ça fait pas énormément de changement de pneus, mais bon, faut quand même s'entraîner pour que quand ça arrive, on soit assez performant et qu'on perde le moins de temps possible. Donc ça, c'est la journée du jeudi. Et ensuite, le vendredi. Donc le vendredi, ce sera vendredi 14 juillet. Pour ceux qui veulent passer nous faire un coucou, vous êtes les bienvenus. Donc le 14 juillet, on sera le matin, il se passe rien. Donc c'est tout ce qui est contrôle administratif, contrôle technique des motos. Il y en a aussi le jeudi. Et le vendredi après-midi à 14h, il me semble, c'est le début des essais jusqu'à à peu près 18h. Ensuite, il y a une petite pause et après ça reprend pour vers 19h avec 12 minutes par pilote. Et là, c'est sur les 12 minutes, c'est les qualifs et ça définira nos places sur la grille. Donc ça 12 avec minutes la moyenne par pilote. des 3 meilleurs temps. Non, je crois qu'ils prennent juste seulement le meilleur temps de l'équipe. Okay. Et c'est dans ces 12 minutes l'année dernière que je me suis fait percuter par Sushi. Du coup, cette année, pour éviter qu'il nous percute, on l'a mis dans notre équipe. On va voir si ça marche. Au moins, tu prends pas de risque. Parce que là, s'il te percute, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Bon, on va voir. Parce qu'avec lui, on sait jamais. Mais ça promet d'être folklore. Donc les qualifs, et puis après, il y a essai de nuit pendant 1h15 de 22h30 à 23h45. Et puis après, le samedi matin, ça fait warm-up, 10h30, 11h, je crois. Et ensuite, au warm-up, généralement, on fait rouler que ceux qui vont prendre le départ ou les 2 premiers relais, quoi, histoire qu'ils soient dedans. C'est sûr, ceux qui prennent le départ, ils roulent au warm-up. Après, on fait en fonction de ce qu'on aura discuté et ce qu'on aura décidé tous ensemble. S'il y en a qui ont besoin de faire un petit roulage le matin ou pas, on verra. Parce que ça fait qu'une demi-heure, donc on fera pas rouler les 6, ça c'est sûr. Et puis 14h30, pas 14h, le départ. Et arriver 14h30 le dimanche 24 heures plus tard, quoi. En espérant que les deux franchissent. 14h, on espère. Mais tu vois, 14h, c'est la déformation des grands prix. Ouais, c'est l'habitude. 14h, ce sera la boule au ventre pendant la boule au ventre, elle commencera bien avant, mais ça va être long. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais déjà qui est-ce qui prend le départ sur votre team le samedi? J'ai décidé pour mon équipe. J'en rediscuterai avec tout le monde le week-end de la course. Je vais pas l'annoncer là, mais oui, j'ai ma petite idée pour mon équipe. Et pour l'autre équipe, oui, je sais qui est-ce qui va prendre le départ. C'est Loris qui est responsable de la 773 au niveau de l'équipe. Et c'est lui qui a décidé qui prendra le départ pour son équipe. Donc je pense que je sais qui prendra le départ pour les 2 motos, pour l'instant. Donc ça, on aura la surprise, on s'en reparlera dans l'épisode pour la suite, qu'on va enregistrer tous les 2 normalement et qui sortira après la course. Donc là, tu pourras enfin nous le dire.
C'est vrai, ça va donner envie aux gens de venir. Moi, il y a une question qui se pose après, avant qu'on clôture cet épisode quand même. C'est un peu, ça a forcément un impact sur la moto, mais c'est un peu à part. C'est qu'une course de 23h60, faut quand même être en forme physique. Pour ça, est-ce que vous vous êtes imposé de vous entraîner à côté ou pas du tout? Parce que pour ceux qui les suivent, on sait que Carbone et Sushi se butent en allant faire un Ironman. Respect à eux parce que c'est quand même un événement sportif que moi je trouve incroyable et vraiment très difficile physiquement. Mais est-ce que vous, à côté, vous vous êtes mis un peu, soit comme toi tu me disais, tu faisais du foot avant. Est-ce que vous vous êtes mis au sport, vous en faisiez déjà et du coup vous avez continué parce que c'est forcément un truc à prendre en compte? Les 3/4 ont fait du sport de manière générale et de façon régulière. Quasi tout le monde dans la classe. Hugo et Antonin particulièrement, eux, ils font beaucoup de motocross. Ils roulent en championnat régional en amateur, mais ils s'amusent à rouler en cross, donc ça fait des bons entraînements. On sait que les pilotes MotoGP s'entraînent en cross aussi, donc j'imagine que c'est des entraînements qui sont bénéfiques pour la piste. Et puis non, sinon ça fait pas mal de vélo, ça fait un petit peu de course à pied, mais bon, pas autant que les deux affreux là-bas dans le sud de la France où on fait pas des Ironman nous. Hein. Faut avoir envie d'aller se taper un Ironman. Ah ouais, faut vraiment avoir la motivation. Après, ceci dit, en suivant Carbone, c'est vachement inspirant. Moi, ça a commencé à rentrer dans ma tête aussi, donc on verra l'année prochaine. Attends, tu vas être partout en fait. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir ensemble avant cette course qui sera, je le rappelle, du 14 au 16 juillet au Mans sur le circuit SIC, qui est une course avec une entrée gratuite, donc sur laquelle tout le monde peut venir. Si après avoir écouté cet épisode, les gens ont envie de vous suivre avec le team, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos de la RT72? Là où on est le plus actif, c'est sur Instagram. Donc vous allez nous trouver sous ART72 ou sinon Apprenti Racing T72 sur Instagram. La photo de profil, c'est un fond blanc avec un 72 en or. Donc ça sera facile à trouver. Et puis sur Facebook, ART72 aussi, ça sera facile à trouver normalement. Ok, super. Et on partagera de toute façon le lien du compte Instagram au moment où on partagera cet épisode. Merci François pour ton temps et pour avoir pris le temps de nous présenter ce beau projet. Comme on disait, on va se retrouver très vite, que ce soit pour le week-end, puisque je serai à vos côtés pour vivre ça de l'intérieur. Et surtout, on va essayer d'enregistrer un second épisode avec un peu l'avant-course pour que tu nous parles un peu de la boule au ventre qui va monter les quelques jours avant la course et je l'espère avec certains membres du team. Et surtout après, pour voir si l'objectif est réalisé. Donc encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps parce que c'était très intéressant. Merci à toi. Et nous, pour les auditeurs, on se retrouve très vite pour les prochains épisodes. Et François, comme je disais, je te dis à dans 2 semaines au final parce que ça arrive vraiment très vite. Ouais, à dans 2 semaines. Et petit message pour ceux qui vont écouter l'épisode avant. Si vous voulez passer le jeudi après-midi, quand on installe le box et tout, pour visiter un petit peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, c'est avec grand plaisir qu'on vous le partage. Et puis si vous passez pendant les essais, si on peut vous montrer les petits trucs dans le box, on essaiera de faire le maximum, mais passez nous faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis on sera ravis de partager un petit moment avec les gens qui passent nous voir. On espère qu'ils seront nombreux à venir vous soutenir sur le circuit en tout cas. Et merci beaucoup François et je te dis à très vite. Salut.